cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com pour une émission spéciale consacrée à ce beau festival qu'est l'ADCA Invite et qui, pour sa 6e édition, invite l'actrice Anne Consigny. Et du coup, pour cet échange d'à peu près 1 heure, nous avons l'extrême honneur d'accueillir la principale intéressée, Anne Consigny. Bonjour Anne. Merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir pour toute la radio. Et puis, vous n'êtes pas venu seul, puisque Pierre-Yves Beza, le directeur de l'ADCA, l'Association pour le développement du cinéma aixois, plus on le dit, plus c'est rapide, mieux c'est. À Aix-les-Bains, ah mince. Bon, le message est même. Et donc, vous êtes là pour parler de ce beau festival, cette 6e édition. On va commencer peut-être par faire un petit point sur le programme qui nous attend sur ce festival, qui aura donc lieu à partir de demain jusqu'à dimanche après-midi. Alors, on commence dès demain, Pierre-Yves, avec une séance de rencontre signature qui a lieu au Château Brachet demain à 10h autour du DVD du Scaphandre et le Papillon, donc le Château Brachet qui est un lieu magnifique que Anne a déjà pu découvrir tout à l'heure, donc qui devrait être un très beau premier temps, demain à 10h, donc ce moment de rencontre signature. Ensuite, l'après-midi à 18h30, la première projection du week-end présentée par Anne Consigny, donc c'est la projection du film Le Scaphandre et le Papillon, justement, qui est un film magnifique et une vraie expérience de cinéma à voir absolument en salle. Je confirme. Donc voilà, à voir sur grand écran, qu'on est ravis de reprojeter. Ensuite, le même soir, il y a la deuxième projection de la journée qui est celle du film Elle de Paul Verhoeven. Et ensuite, le lendemain, donc le dimanche, à 10h30, la masterclass qui est maintenant un temps fort du festival l'ADCA Invite. Donc la masterclass d'Anne Consigny au Salon Raphaël du Casino Grand Cercle, donc le casino de la ville. Qui est complète, mais après on conseille souvent quand même de se présenter sur place pour voir si, parce qu'il y a souvent pas souvent, mais comme des fois il y a des désistements de dernière minute, des places qui se libèrent. Donc voilà, c'est le dimanche à 10h30 et ensuite le festival se clôture le dimanche à 15h avec la dernière projection qui est celle du film Un conte de Noël, même de la même manière présenté par Anne Consigny, film d'Arnaud Desplechin qu'on est ravis de reprojeter en salle. Eh ben, très 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 beau programme. Alors du coup, Anne Consigny, j'ai envie de dire, c'est une filmographie très importante. C'est 49 films. D'ailleurs, le prochain, il va falloir faire un gâteau. Du coup, c'est faire la fête. Je savais pas. Je vais les recompter pour voir si c'est vrai. 49 films. Alors j'ai compté aussi les téléfilms également. Ah oui. Alors, vous comptez un film par épisode, par exemple, pour une série? Comment vous faites? Alors non, j'ai pas compté les séries, c'est à part. Mais alors, du coup, vous êtes aussi actrice dans les séries télé, très connues, Les Revenants, Hippocrate. Côté film, on pourra bien sûr citer 36 quai des Orfèvres, Un conte de Noël, Elle, Le Scaphandre et le Papillon, Les Herbes Folles, Largo Winch, La Première Étoile. Qu'est-ce qu'on pourrait encore citer? Je suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisé, excellent. Et puis, vous êtes aussi une très grande actrice. Non, mais je disais, je suis pas là pour être aimée. Je me trompe. Ça, évidemment. Je pensais à. Vous n'avez encore rien vu de René. De René. Ouais. Et vous êtes aussi une très grande actrice de théâtre. 28 pièces de théâtre, dont une mise en scène par vous-même. Un barrage contre le Pacifique, on y reviendra un peu plus tard. Revenons-y. Et vous êtes aussi réalisatrice, vous avez réalisé un documentaire, Je partage ta peine. Je prends ta peine, excusez-moi. On reviendra aussi également, parce que c'est un très très beau documentaire et qui est autobiographique, ça parle d'une expérience que vous avez vraiment vécue. Et vous avez donc aussi, côté cinéma, travaillé avec les plus grands, donc René, Sorogoyen, Schnabel, excusez-moi, Verhoeven, Desplechin, Brisé, Niclou, et puis également Jérôme Salle. J'ai envie de commencer par une question un peu bateau, mais quand on vous dit tous ces chiffres et puis vos nombreuses nominations aussi au César, 1 pour la meilleure actrice pour Je ne suis pas là pour être aimée et 3 pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Elle, Rapt et Un conte de Noël, est-ce que ça vous donne le vertige ou est-ce que vous dites j'ai encore
Voilà, j'ai encore tellement de choses à faire. Je ne suis qu'au début. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces chiffres ? Ça me fait rire parce que vous connaissez mieux que moi l'histoire. J'aurais été incapable de vous dire pourquoi j'avais été nominée en dehors de Je suis pas là pour être aimée, mais les 3 que vous avez cités, merci de me le rappeler. J'avais oublié. Enfin, si je cherche, je m'en souviens, mais c'est pas présent, ça fait pas partie de notre vie. On avance, on continue, quoi. J'ai quand même pas reçu 4 palmes d'or et 5 Oscars. Hein. C'est super, je suis très heureuse de ce que j'ai vécu, mais je me dis rien sur cette question. Alors, vous avez souligné tout particulièrement un film d'Alain Resnais, parce que du coup, vous avez travaillé avec Alain Resnais dans 2 films, Les Herbes folles et Vous n'avez encore rien vu. Comment se passe un tournage avec Alain Resnais, surtout qui est un réalisateur qui finalement n'a jamais cessé d'expérimenter sur le cinéma, et même plus particulièrement, j'ai envie de vous poser la question, comment s'est passé le tournage de Vous n'avez encore rien vu, parce que en voyant le film, on se dit que ça devait être très atypique. Ah oui, il avait demandé à tous les comédiens, je crois qu'on était quand même une quinzaine, dont Piccoli, Arditi, Amalric, des grosses locomotives, quoi, d'être présent pendant tout le tournage, toute la journée, et qu'ils puissent nous avoir à disposition quand ils voulaient pour que les scènes s'enchaînent sans qu'ils soient tenus par le temps. Et donc on arrivait tous les matins pendant, je sais pas, ça a duré un mois, je sais pas, entre 3 semaines et 1 mois et demi, je me souviens pas. Enfin, on était là tous, tout le temps. Et il fallait aller lui dire bonjour. Mais 15 personnes qui viennent dire bonjour au metteur en scène tous les matins, ça prend du temps. C'est trop long. Donc, on avait le droit à un certain nombre de secondes chacun. Le premier assistant était près de lui et nous, on faisait la queue pour aller dire bonjour. Et on était tous heureux, mais il y a pas, personne ne se plaignait d'être dans des loges sans fenêtre toute la journée à attendre qu'il nous appelle, et on pouvait passer des journées sans qu'il nous ait appelé, et c'était notre envie de lui donner ce qu'il voulait, parce que Resnais, pour moi, c'est plus qu'un metteur en scène, c'est plus qu'un génie, il élève l'âme quand on voit ses films, mais quand on le voyait lui, quand on le rencontrait, c'était comme si la qualité humaine, elle va jusqu'au plafond normalement, et lui, il casse le plafond et vous emmène dans l'éternité de la beauté humaine, quoi. Il était d'une élégance, d'une attention, d'une discrétion, moi, j'étais complètement amoureuse de lui, quoi. Pour nous diriger, par exemple, il m'avait dit un jour, est-ce que vous savez que une des femmes d'Hanoï avait été enfermée à l'asile. Et il me dit ça entre 2 prises sur une scène qui était écrite par Hanoï. Et c'était sa manière très, très, très délicate de me dire que le personnage, à ce moment-là, était au bord de la folie, probablement. Il me poussait pas vers ça. Il m'indiquait que si je voulais, je pouvais aller vers ça. Et puis, à la fin de la prise, je jetais un coup d'œil à son regard. Et s'il n'y avait pas d'étoiles dans les yeux, c'est que c'était la catastrophe, quoi. On était dirigé par une lumière dans l'œil ou pas de lumière dans l'œil. C'était tout. Il y avait pas d'injonction, il n'y avait pas d'attente, si ce n'est qu'ils reçoivent quelque chose qui fait créer en lui une petite étoile dans son œil. Et donc on repartait au charbon pour créer cette petite étoile. Surtout que c'était assez particulier parce que vous partagiez en quelque sorte le même rôle avec Sabine Azéma aussi dans le film, donc le personnage d'Eurydice. Vous assistiez du coup également aux scènes tournées par Sabine Azéma également, il y avait une sorte de diapason à chaque fois? Ah oui, complètement. Les scènes à 2, par exemple la très grande scène entre Sabine Azéma et Pierre Arditi, on n'allait pas sur le tournage pour regarder le travail, on les laissait tranquilles, on attendait dans les loges. Mais il y a beaucoup de scènes où on se partage le rôle. Elle dit certaines répliques, moi j'en dis d'autres. Et d'ailleurs, Vima Laponce sur l'écran en dit d'autres. Il y avait les 3 distributions, les 3 âges. Dans la compagnie, oui, c'est vrai. Ouais. Et moi, j'étais très, très honorée
que René me donne une partie du personnage qu'il donnait à sa femme. Quand même, j'avais un petit peu l'impression d'avoir volé quelque chose qui appartenait à Sabine. Après, j'en ai jamais parlé avec elle droit dans les yeux. Je ne sais pas si elle m'en voulait, mais moi j'en retirais une fierté très grande. Et dans ces 2 tournages, que ce soit les Herbes Folles et Vous n'avez encore rien vu, il y a la petite particularité, c'est que dans les 2, alors surtout les Herbes Folles, vous tournez avec votre fils. Est-ce que c'est facile de tourner avec son fils au cinéma ? Ah, c'est dingue, parce que j'avais pas fait gaffe. Non, j'avais pas réalisé que les 2 fois où j'ai tourné avec mon fils, c'était René qui m'avait donné ce bonheur. Alors du coup, j'en oublie votre question. Alors oui, est-ce que c'est facile de tourner avec son fils ? Alors, c'est surtout les Herbes Folles parce que vous partagez une même scène, alors que vous n'avez encore rien vu. Finalement, vous le regardez jouer. Ouais. Et comment ça se passe ? C'est assez facile ? Est-ce que vous donnez des conseils un petit peu avant ou est-ce que vous le laissez Ah non, je donne aucun conseil et c'est plus que délicieux. Moi, je voudrais tourner avec lui tout le temps. J'ai eu que cette toute petite expérience, mais je demanderais qu'une chose, c'est de jouer avec lui à une série de 24 saisons. Ah d'accord. Bientôt dans Hippocrate alors peut-être. Peut-être. Alors je voulais aussi revenir sur le début de votre carrière parce que vous avez un début de carrière très atypique. Vous avez commencé par pour une actrice française parce que vous avez commencé par 2 films qui ne sont pas de nationalité française. Le premier est un film japonais, Yume Yume no Ato, qui se traduisait donc Rêve après rêve, qui était sorti en 1981 et qui a la particularité d'être le seul film réalisé par le grand couturier Kenzo Takada. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? Vous deviez avoir 18 ans à peu près à l'époque ? J'avais 17 ans quand je l'ai tourné. Je me souviens parce que j'étais pas majeure et que donc il fallait que ma mère ou ma sœur aînée soit avec moi pendant tout le tournage, 24 heures sur 24. J'avais pas le droit d'être seule sur le plateau. Donc je sais que j'étais mineure. Et comment je suis arrivée sur ce film, c'est parce qu'en fait Kenzo c'était un homme très intelligent, très cultivé et qui avait été vraiment tanné, on peut dire, par le producteur depuis des années pour faire un film et il disait tout le temps non, moi c'est pas mon métier, je le fais pas. Et puis un jour il a eu cette idée de faire un film à propos des légendes de Mizoguchi et donc il s'est lancé dedans mais sans rien connaître. Alors, il a demandé conseil à quelqu'un pour mon personnage. Et puis, c'était un personnage, je jouais la fille qui représente la pureté. Et donc, il fallait quelqu'un de très jeune. Et moi, j'étais très jeune à l'époque. J'avais 16 ans quand je suis rentrée au conservatoire. Je venais d'avoir 17 ans. C'était quelques mois avant le casting. Je suis sortie du conservatoire en étant première du concours de sortie. Et donc, ça a dû créer un petit buzz autour de moi. Il y a Peter Brook aussi qui m'engageait pour jouer la cerisée. Donc, j'imagine que dans les castings, les machins, on parlait de moi. Et on lui a dit, il faut prendre elle. Il m'a pas fait de casting ni rien. Et il a fait confiance. Et il s'est dit, si Peter Brook la prend, c'est que c'est bien. Après, il a raté son film. C'était vraiment un film très, 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 très mauvais. Et vous avez quand même gardé des bons souvenirs de cette première expérience de tournage au cinéma ? Je garde un souvenir absolument atroce de moi-même. Je me déteste quand je pense à l'attitude que j'ai eue sur ce tournage. Complètement. J'espère que on peut penser qu'on fait des progrès dans la vie parce que la fermeture d'esprit que j'avais à cet âge-là, j'étais entourée d'une équipe japonaise qui faisait eux-mêmes leur nourriture dans la chambre d'hôtel. Je voulais pas y goûter, je trouve ça vraiment inimaginable de manger du poisson cru. Je passais mon temps dans la chambre d'hôtel sans visiter le pays. J'étais complètement fermée. J'ai pris 10 kilos en 2 mois. De tournage parce que je bougeais pas de ma chambre d'hôtel. Faut dire que j'avais pas le droit de bronzer, donc c'était pas facile. Mais j'avais la grosse tête. J'étais la pire ado qu'on puisse imaginer. Donc je regrette infiniment parce que ce monsieur, c'était un grand monsieur et je passais complètement à côté de lui. Et alors, par contre, la deuxième expérience de tournage, cette fois-ci, c'est avec Manuel de Oliveira. Le soulier de satin, métrage très ambitieux de 7 heures. Vous connaissez très très bien le texte parce que vous avez joué une autre partition, mais du coup vous connaissez très bien la pièce de théâtre.
Comment vous avez appréhendé du coup ce rôle Est-ce que c'était peut-être plus facile ou est-ce que vous l'avez vraiment ressenti comme vous jouiez une pièce de théâtre ou vous l'avez vraiment ressenti comme une expérience cinématographique? Les deux. Alors, je tiens à dire, parce que j'en retiens une énorme fierté, c'est que Le Squelette de Satin, c'est pas que j'ai joué une autre partition, c'est que j'ai joué le même personnage, voilà. enfant, mis en scène par Jean-Louis Barrault, quand j'avais 9 ans, avec Geneviève Page, sous le chapiteau qu'il avait fait construire, chapiteau en toile de cirque, hein, dans ce qui est maintenant le musée d'Orsay, qui était la gare d'Orsay. Donc pour une enfant, c'était assez féerique de jouer au théâtre dans un cirque. Le cirque lui-même étant installé sur un quai de gare désaffecté, ça sortait du monde réel. Et donc je jouais Donia Satépé, la petite fille. Et après, 10 ans après, j'ai fait un casting avec Olivera pour jouer Donia Satépé, la même, en grand. Adulte. Mais trouvez-moi dans l'histoire du théâtre, je ne sais pas quand est-ce que ça va se reproduire, que la même personne joue les deux rôles, petite et grande, quoi. Je pense que je tiens là un truc unique pour longtemps. Et donc, et puis cette pièce, c'est la pièce de notre vie. Ma famille, on l'a adoptée. C'est au lieu de chanter sous la douche, on dit du Claudel, on dit la prière du Père jésuite. Moi, j'ai dit la prière du Père jésuite quand j'ai accouché de mon fils, au moment où on vous met la piqûre pour pas que vous ayez mal, là. Et on vous dit, faut pas bouger, mais vous êtes enceinte de 9 mois, vous vous pliez en deux et vous avez des contractions et pas bouger comme ça. Vous, les garçons, vous pouvez pas savoir, mais ça fait très, très, très mal. Donc, on a peur de bouger. Et moi, je me suis mis à déclamer la prière du Père jésuite. Seigneur, je vous prie pour mon fils Rodrigue, je vous supplie pour mon frère, pour pas bouger comme ça. Et bon, pour vous dire à quel point le Squelette de Satin fait partie de notre ADN dans la famille. Et voilà. Et donc, quand j'ai joué avec Olivera, c'était avec Luis Miguel Sintra, qui est devenu mon meilleur ami d'ailleurs, qui jouait Rodrigue, qui est un acteur sublime. Et j'essayais de donner le maximum de ce que je pouvais donner sur ce personnage. J'avais rêvé, pensé, parler de ça pendant des mois et des mois. Et puis, on tourne et on fait plusieurs répétitions. C'était des répétitions de toute la scène, de 10 minutes, hein, une grosse scène comme ça, donc ça avait un côté théâtral, mais pour le côté plan séquence, je me tourne à un moment vers Luis Miguel et je lui dis, écoute, la répétition suivante, je vais rien faire parce que j'ai peur de muser. Donc on fait la répétition suivante et Olivera vient me voir et il me dit, c'est comme ça que j'aimerais que vous jouiez. Donc c'était une grande leçon de cinéma, parce que moi c'était presque mon premier film, puisque l'autre, on peut pas dire. Et je continue à penser à cette phrase d'Olivera quand je fais rien, c'est à ce moment-là, je fais au bord de commencer à en faire trop. Mais quand vous essayez de faire quelque chose, alors là, c'est sûr et certain que vous surjouez, quoi. Et est-ce que le métrage, il dure 7 heures, est-ce que finalement le tournage était éprouvant ou est-ce que finalement la durée n'a rien à voir dans, on va dire, dans la longueur du tournage, dans la dureté de certaines fois? Je me souviens plus combien de temps le tournage durait en entier, mais moi, mon personnage, j'ai 3 scènes. Et j'avais demandé au producteur Paolo Branco de rester 1 mois là-bas. Donc je suis restée 1 mois, mais j'ai tourné, je sais pas, maximum 6 jours. Donc je peux pas dire que c'était épuisant. Non. D'accord. Et comment vous expliqueriez du coup ce début de carrière non français? Est-ce que à l'époque le cinéma français était très 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 cloisonné, ou est-ce que c'était une envie de votre part de, entre guillemets, aller voir ailleurs dans d'autres cinémas? Non, mais pas du tout. C'est un hasard total. J'avais pas, je crois qu'en tous les cas, consciemment, je sais pas, mais je pense qu'inconsciemment, j'avais pas très envie de faire du cinéma, parce que à l'époque, les gens de théâtre considéraient que le cinéma c'était un peu, comment dire, c'est moins bien. C'est les actrices de cinéma, c'était pas chic, quoi. On peut pas, et c'était pas pur, voilà. Alors, je passais des castings, mais je les ratais. Et je me dis aujourd'hui que je les ratais parce que je voulais pas les faire. Et parce que j'avais pas envie de rentrer dans cette logique-là. Et
j'ai pas fait ce métier pour faire du cinéma, j'ai fait ce métier pour faire du théâtre. Et je connaissais pas l'immense bonheur que j'ai aujourd'hui à tourner. Je savais pas que ça existait, ce plaisir-là. Et alors ensuite, votre carrière se développe encore plus. Vous avez tourné avec Stéphane Brisé, donc dans Je ne suis pas là pour être aimé, où vous êtes nommée pour le César de meilleure actrice. Magnifique rôle où vous êtes très complémentaire, d'ailleurs avec Patrick Chenet. On sent une profonde timidité dans le rôle, une grande tendresse. Est-ce que vous considérez que c'est le rôle qui se rapprocherait peut-être le plus de vous? Ce serait un trop grand compliment que je me donnerais, mais il se trouve que moi, je travaille toujours avec une coach et elle me dit toujours que les rôles qu'on a, ils vous croisent dans la vie à des moments de votre vie où vous les auriez pas à un autre moment de votre vie, quoi. C'est pas un hasard, c'est un croisement. Et là, c'était un moment de ma vie qui peut-être ressemblait un peu enfin, pas d'une manière concrète, mais dans ce que je ressentais par rapport au monde, je pense qu'il y avait quelque chose qui allait de pair avec cette fille-là, le personnage que j'incarnais. Et puis il y avait quelque chose que j'avais envie beaucoup de défendre dans ce personnage, c'était les gens que personne ne regarde. Et donc je me forçais toujours. Pour moi, la grosse difficulté, enfin le challenge, c'était de jouer quelqu'un qui n'est pas regardé. Et donc, quand vous avez la caméra qui est là, c'est compliqué. Enfin, c'était mon challenge. Ouais, voilà. Franchement, le film, Vincent nous a rejoint. Bon, j'ai pris un peu le trait en marche, je m'excuse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ce retard. C'est un film que nous avons. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vu ce film récemment parce que je ne le connaissais pas et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve qu'il y a une discrétion dans le personnage, mais qui est pas dénué d'une certaine volonté, qui exprime d'ailleurs vraiment, qui impose auprès de son entourage finalement ses choix, mais de manière souple et avec beaucoup avec une souplesse incroyable. Question idiote, vous avez dû vous entraîner à la danse? Ah ben oui, vous en avez pas parlé avec Patrick Chenet quand il est venu. On a fait peut-être 2 ou 3 mois de cours de tango, ça s'improvise pas le tango. Et à la toute fin, je me souviens, Brisé est venu à un dernier cours, on lui a montré ce qu'on savait faire. il s'est mis contre un mur et il est tombé par terre. Vous savez, quand on se laisse glisser, qu'on n'a plus de force dans les jambes comme ça. Et il a mis la tête dans ses mains, il a dit « Je peux pas filmer ça !» Tellement c'était atroce. Parce qu'on était hyper appliqués. On pensait que 1, 2, 3, je sais pas quoi. Et bon, au moment du tournage, il nous a dit « Je fais des plans sur vos pieds. Alors vous faites gaffe. Mais quand je fais des plans sur vous en haut, là, sur votre tête, vous essayez de plus penser à vos pieds, soyez pas écolier, quoi. Il fallait. Et donc il a fait un mélange, un montage qui fait qu'on a l'impression que ça danse pas mal, mais on n'était pas très fort, je crois. Alors, je vous rassure, ça ne se voit pas du tout. On s'attache plus au sentiment amoureux et romantique des personnages, en définitive. Oui. Il y a beaucoup de non-dits. Et il y a même certaines scènes qui m'ont fait penser un peu à du Wong Kar-wai, d'un certain côté. Ah ouais, c'est vrai. Tu as raison. Vous avez aussi joué donc dans ce qu'on pourrait appeler des blockbusters à la française. On peut évoquer Mérine, mais aussi Largo Winch. Ce genre de tournage, ça vous a beaucoup amusé? C'est une expérience que vous avez trouvée plaisante ou... Largo Winch, c'était après 36 Quai des Orfèvres. 36 Quai des Orfèvres, c'est un des tout premiers films de cinéma que j'ai fait, il me semble. En tous les cas, je me souviens très bien du casting. Et j'ai passé deux essais. Et alors là, j'avais changé. C'était quelques années plus tard. Je voulais mais absolument faire ce personnage. Et j'étais... Pour aller jusqu'au casting, je me concentrais du matin jusqu'à la minute où j'allais faire la scène. La
la moindre pensée qui aurait pu venir, si quelqu'un me téléphonait, je l'envoyais péter en lui disant tu me déranges, tu me déconcentres, ou alors je ne répondais pas. Mais je me souviens que je voulais tout faire pour obtenir ce rôle. Et j'avais même la veille, j'avais marché sous la pluie pendant 1 heure en me disant tu marches et tu dis le texte et toute ta vie tu regretteras si pendant ces quelques minutes où tu peux encore dire le texte et essayer de trouver quelque chose de juste, tu le fais pas. Et donc c'est un film très important pour moi, alors que j'ai quand même un tout petit rôle, mais j'avais l'impression que c'était la porte qui allait m'ouvrir d'autres rôles, quoi. Alors, je sais pas si ça m'a apporté d'autres rôles, mais en tout cas pour moi c'était vachement important. Et là, quand vous parlez de comment travailler le rôle, après autant de films, est-ce qu'on a une méthode ou est-ce que vous appréhendez vraiment chaque rôle comme un challenge ? Moi, j'aimerais beaucoup savoir comment fait Isabelle Huppert, par exemple. Elle m'a pas dit, mais elle travaille toute seule, ça je sais. Mais moi, je travaille pas toute seule. Je sais pas travailler toute seule. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je travaille depuis 20 ans, je crois maintenant, qui s'appelle Armelle Sbrer, qui est ma coach. Et avec elle, on lit le scénario et elle est comme un chef opérateur, c'est-à-dire elle me met des choses dans l'ombre où moi je me serais dit tiens, ça c'est important. Non, elle elle m'éclaire, elle me met le projecteur sur des choses que j'avais pas vues. Et j'aime tellement sa manière de voir le monde que finalement je me l'approprie. C'est pas que je fasse ce qu'elle veut, c'est que je fais ce que je veux, mais je trouve que ce qu'elle m'a montré est bien plus intéressant que moi ce que j'avais vu. Je trouve qu'elle donne elle regarde le monde avec beaucoup plus de bienveillance que moi. J'aurais tendance à condamner un personnage, à lui mettre une étiquette et tout ça. Et s'il y a une étiquette sur un personnage, elle enlève l'étiquette et elle me gratte derrière tout ce qui peut y avoir qui amène à ça. Si je peux me permettre, est-ce que ça a été un peu le cas dans le rôle de 36 quai des Orfèvres, puisque vous interprétez, je crois, la femme de Gérard Depardieu dans le film, qui est un personnage plutôt infâme dans le film, on va dire. C'est un rôle un peu ingrat, et donc justement vous pouvez être amené à condamner un peu ce personnage finalement quelque part. Donc vous vous êtes positionné comment, par exemple, dans ce registre-là? Eh ben, c'est quand même ancien, hein, donc j'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais que on vous en voudra pas. Dans ce dont je me souviens, c'est que cette femme, pour moi, j'avais envie de défendre les femmes qui aiment qui aiment des hommes qui savent pas trop bien la regarder, mais qui savent aller au-delà enfin, qui connaissent de lui quelque chose de caché, de secret, ou peut-être pas de lui, mais du lien qu'il y a entre les deux, et qu'ils étaient, et ça je me souviens très bien, que je me disais, ils sont pas séparés, ces deux-là, ils sont oui, connectés. C'est un peu le sentiment que j'en ai eu, effectivement, parce que c'est pas le même profil. Du coup, vous interprétiez donc le rôle d'une femme qui effectivement soutient malgré tout son mari, mais devant, je dirais, l'indéfendable, quoi. C'est difficile, quoi, ce rôle-là. Et c'était encore une fois, vous êtes illustré encore une fois avec beaucoup de volonté, je trouve, beaucoup de force. Je sais pas. Je me souviens de la dernière scène où il meurt. Vous savez, quand il meurt, là, j'avais juste un plan où je devais le voir par terre et faire la tête de la femme qui voit son mec par terre, tué par un méchant. Et on tournait à 4h du matin et c'était devant le 36. Et j'avais une super roulotte. J'étais comme une princesse et tout ça. À 11h du soir. Je savais pas à quelle heure j'allais tourner. À 11h du soir, je restais debout dans ma loge, mais à 2h du matin, j'étais assise à essayer de rester un peu intéressée par la situation, mais à 3h30, j'étais plus du tout intéressée par la situation. Il y avait le temps qui passait. J'en avais rien à fiche que mon mari meure ou qu'il meure pas. Et là, j'ai eu un toc, toc, toc. Anne, eh ben, on la tournera demain, finalement, cette scène. Ah, waouh, super. Alors, j'aimerais aussi revenir sur, vous avez un vrai registre comique, surtout je trouve dans le téléfilm I Love, qui a été une très belle découverte. Vous êtes très très drôle et à la fois très drôle, mais tout en gardant une certaine amertume
de la trahison quand même du personnage de votre mari, tout de même. Est-ce que vous avez le sentiment que il y a peu de réalisateurs qui vous ont fait confiance sur le registre comique? Finalement, la comédie, vous avez fait 8 films. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez retenter? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Ah bah moi j'adore ça. Alors vous avez peut-être pas regardé, mais j'ai fait Permis de construire là avec Didier. Bon, donc j'avais fait Bambou déjà avec lui, mais dans Bambou j'avais pas un rôle du tout comique. Tandis que dans Permis de construire j'ai un petit peu des scènes rigolotes, quoi, marrantes. Et on va faire Permis de construire numéro 2. Ah. Parce que ça a cartonné ce Permis de construire numéro 1. Ce que moi j'ai pas trop remarqué parce que je savais pas que ça avait cartonné, mais enfin ça fait 650 000 entrées. Et du coup, on fait un numéro 2. Je crois qu'il y aura, enfin, on m'a dit qu'il y avait Cadmerard qui va jouer avec Didier. Et donc, je vais recommencer un peu de comédie. Mais il n'y a rien que j'aime autant que de faire marrer. Vous êtes très très drôle aussi dans alors c'est une comédie dramatique, mais le film Sous le figuier, où vous avez une très belle complicité avec Gisèle Casatsu. Mais vous en avez pas marre de voir des films avec moi? Ah bon, c'est quand même pensé J'ai vu sur plusieurs années. Sur votre profil, quand même. Wow. En se disant, il faut qu'on reçoive Anne Consigny correctement et puis qu'on se penche un peu sur sa carrière, quoi. Mais c'est un magnifique film, j'ai trouvé Sous le figuier. Alors, là, entre registre comique et registre dramatique, quand même, comment s'est passée également cette rencontre avec Gisèle Casatsu? Comment vous avez créé cette complicité? Oh bah elle est extrêmement facile. Elle était extrêmement facile comme vieille dame. Moi j'adore les vieilles dames, donc et puis en plus on avait été toutes les deux dans la même maison, la Comédie Française, donc on était comme des sœurs. Elle était démente. Hein. Elle s'est quand même fait opérer de la colonne vertébrale pendant le tournage. Donc on met un petit peu de ciment dans la vertèbre là parce que ça s'est cassé ou je sais pas trop quoi. Et 10 jours après, elle était sur le plateau. Alors on lui avait fait une chaise à porteur, une chaise comme pour le Louis XIV, qui permettait de la transporter du plateau à sa loge sans qu'elle ait besoin de marcher. C'était pas un truc à roulette comme ça. Et elle a fini son tournage comme ça. Elle était dingue. Puis évidemment, quand on parle comédie, on est obligé de parler de la première étoile et la deuxième étoile. Un très grand succès réalisé par Lucien Jean-Baptiste. Question anodine, mais est-ce que vous avez vu arriver le succès ou pas? Est-ce que vous avez arrivé le succès dès le prix à l'Alpe d'Huez ou... J'adore. Merci parce que vous me posez cette question. Toutes vos questions sont super, mais celle-là, je l'adore parce que j'ai une bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai tourné la série État de grâce, j'étais très copine avec le réalisateur Pascal Chaumeil, paix à son âme, parce que malheureusement il est décédé. Et on avait un personnage de la femme du président qui était un ami de la... Non, moi j'étais présidente et j'avais un ami qui faisait partie de la société civile et qui était chef d'un syndicat et qui pouvait soulever les foules pour manifester contre mon gouvernement et qu'il fallait que j'amadoue pour qu'il fasse pas de manifestation contre mon gouvernement. Et ce personnage, il était joué par Lucien Jean-Baptiste et il avait une seule journée de tournage. Et personne ne le connaissait, il n'avait jamais rien fait. Et j'ai dit à Pascal Chaumeil, et si on disait que c'est un ex-amant? Dans sa vie, elle a eu des amants. Et ce mec, c'était un ex-amant. Ils sont restés très copains. Donc, elle va le draguer un peu, elle va un peu se mettre près de lui, elle va lui faire des câlins, comme on fait, enfin, des petits gratouilles derrière l'oreille, des machins, un peu tendre de complicité d'ex-amant. Et Lucien, on avait oublié de le prévenir, et ça lui a fait un petit choc quand même d'avoir le personnage présidente de la République qui vient le prendre par le cou, qui lui fait des bisous dans le cou et tout ça. Et je pense que ça l'a un peu marqué parce qu'après, il voulait absolument que je joue sa femme dans le premier film qu'il faisait. C'était une idée qu'il avait en tête. Je pense qu'elle vient de mes petits gratouillis dans le cou. Et d'ailleurs, l'état de grâce, donc vous êtes la première actrice à avoir incarné une présidente de la République française. Nous sommes aussi ravis du coup d'accueillir une présidente de la République française dans les studios.
Mais en plus, on s'est concerté entre nous et on vous voit très bien dans ce rôle-là, entre parenthèses. Oui, si vous voulez vous présenter. Vous voulez pas vous présenter, effectivement. Éventuellement. Peut-être ministre de la Culture, je demandais à Barnier, vous voulez. Mais ma question, première présidente de la République française, comment on fait pour appréhender un rôle qui n'a pas de modèle ? Là, on part dans l'imagination totale du « et si ». Oui, je dirais ça. Alors, c'est pareil, je me souviens plus trop bien, mais qu'est-ce qu'on a travaillé avec ma coach sur ça, mais qui n'a pas de modèle. On peut aussi imaginer que c'est pas une question de sexe. Donc, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec vous par rapport à ça. C'était juste quelqu'un qui veut le bien de son pays et qui. C'était la fonction surtout. Oui, c'était la fonction. Ouais. Et je me souviens avoir la scène. Il y a une scène où je déclare la guerre à un petit pays devant il y avait une dizaine de caméras comme ça, comme si c'était une conférence de presse du tonnerre. Et c'était très très jouissif. Vous avez pensé à Thatcher à ce moment-là ou... Non, franchement, j'ai pas du tout pensé à la partie féminine de la question, quoi. Si ce n'est les moments où elle a une vie, qu'elle rêve d'avoir des enfants, qu'elle cache son amant dans le coffre et tout ça, mais pas d'un point de vue de rôle politique. Et autre série télé, Hippocrate, où là, du coup, vous incarnez Muriel Wagner, chef du secteur réanimation. C'est un rôle très, 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 très froid, au premier abord, très professionnel. Là encore, c'est un challenge, je suppose, d'absorber tout le vocabulaire médical et de jouer un tel rôle. Le challenge, je pense qu'il revient à Thomas Lilti de mettre tous ces mots dans les bouches de tous ces comédiens qui sont vraiment comme nous, on comprend rien à ce qu'on dit, donc on apprend du chinois et on essaye de le sortir. Et moi, je dois avouer que je comprends pas trop l'image qu'on reçoit de mon personnage, parce que c'est ce qu'on me dit, ce que vous me dites, on me le dit souvent. Mais moi, je vois pas ce qu'elle a de froid, ni ce qu'elle a. Au début, en fait, c'est vraiment. Moi, alors j'ai découvert la série récemment. C'est vraiment dans les premiers épisodes, et finalement, on la découvre un peu plus, et c'est par sa relation avec Louise Bourgoin on pourrait limite dire mère de substitution, en tout cas de mentor, qui là, du coup, on comprend que voilà. Il n'y a pas que le côté profession, en fait, dans le personnage. Et au début, on pense qu'il n'y a que le côté profession et que c'est froid. Franchement, je pense que c'est le rôle de ma vie que je maîtrise pas du tout ce que les gens en pensent, quoi. Et alors, du coup, vous avez déjà tourné la saison 3 qui sortira bientôt. Alors, vous avez dit peut-être mars, mais non, j'en sais rien du tout, en fait. Ouais. Donc, voilà, ça sort bientôt pour les fans, parce que je peux vous dire que c'est une excellente série. J'irais même à dire que c'est peut-être l'une des meilleures séries françaises de tous les temps. Et de toute façon, Thomas Lilti est un excellent metteur en scène. Est-ce que, si je peux me permettre, en termes d'investissement en tant que comédien, en tant qu'acteur, c'est quelque chose qui est très prenant, ou comment ça se déroule un petit peu ? Quoi ? Les tournages pour la série Hippocrate ? Ah, pour cette série-là, oui. Oh, non, parce que moi j'ai un petit rôle dans Hippocrate. Donc vous venez, on vous fait jouer des rôles, vous avez le synopsis en avance, je suppose ? Plus que le synopsis, on a le scénario. Le scénario, pardon. On a un scénario, plusieurs semaines à l'avance. D'accord. Et on travaille, et eux, ils le tournent. Je pense que Thomas Lilti, il essaye de tourner chronologiquement, ce qui est possible, puisque c'est toujours dans le même décor. Normalement, on tourne par décor, donc il nous arrive de tourner une scène du début du film et à la fin, parce que c'est dans le même décor. Là, comme c'est toujours le même décor, il peut s'offrir le luxe d'un tournage chronologique. Donc, pour ce qui est de mon personnage dans la saison 3, ils ont tourné 3 ou 4 mois, et moi, je venais une fois par mois, grosso modo. Et c'est le personnage où j'ai le plus peur. C'est un personnage où j'ai très, 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 très peur de jouer. Pourquoi ? J'arrive même plus à articuler sur le plateau. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'en ai beaucoup parlé à ma psy, et je n'ai pas trouvé la raison. C'est le côté médical qui vous effraie ?
non? Ou le rôle que vous interprétez même, non? Alors, franchement, si on trouve la réponse là tous les deux à la radio, on verra en je vous paye des prunes. Et j'aimerais aussi beaucoup parler de votre documentaire que vous avez réalisé, Je prends ta peine. Alors, c'est un projet sur une anecdote personnelle que vous avez vécue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce documentaire ? Oui, bien sûr. Ce documentaire s'appelle Je prends ta peine, comme vous dites, c'est le bébé de ma vie, quoi. C'est l'œuvre de ma vie. Quand vous dites que je suis réalisatrice, je ne sais pas si je suis réalisatrice. Ce qu'il y a, c'est que j'ai une furieuse manie, un toc. C'est que je filme tout ce que j'aime, donc beaucoup, tout le temps. Donc il se trouve que j'ai rencontré en fait cette femme arménienne et sa fille qui venait en France pour se faire soigner. La jeune fille, elle venait en France pour se faire soigner d'un cancer qui n'était pas soignable en Arménie. On lui a dit en Arménie, si tu restes là, t'en as pour 15 jours ou 3 semaines de vie. Donc elle a cherché pendant 3 mois comment venir en France où il y aurait d'autres médecins qui pourraient la soigner. Et c'est seulement 3 mois plus tard qu'elle a réuni les fonds et qu'elle a pu arriver en France. Donc le cancer, il avait déjà vachement progressé, quoi. Et moi, à l'époque, je mettais une chambre chez moi en location sur Airbnb. Et c'est une amie à elle qui a cherché une chambre. Et chez moi, c'est pas loin de la clinique où elle a été soignée. Donc elle a choisi ma chambre. La copine, là, elle a demandé une location de 1 mois. Elle a dit que c'était ses cousines, je crois, ou un truc comme ça. Et moi, j'ai dit oui, 1 mois, Airbnb, c'est rare, quoi. D'habitude, c'est plutôt 2 jours, c'est pratique 1 mois, parce que vous n'avez pas changé les draps tous les 2 jours et tout. Et, je ne sais pas si vous faites un peu de Airbnb, mais... Non, mais ça... En tant que client. Pourquoi pas? 1 mois, c'est rare et c'est l'aubaine. Donc moi, je dis oui, bien sûr. Et puis... elle devait arriver un certain jour et moi j'avais mis la clé sous le paillasson et j'ai un message ce jour-là avec une voix d'homme arménien, grosse voix, très très grosse voix qui me fait très très peur et qui me dit qu'ils arrivent à telle heure et tout ça. Je me dis, c'est pas du tout 2 femmes, la mère et la fille, c'est un méchant arménien, très méchant qui va me tuer. Donc j'appelle ma sœur, je dis, écoute, j'arrive à la maison, là ils sont là, si t'as pas de nouvelles de moi dans une demi-heure, t'appelles les flics et ils m'ont égorché. Les Arméniens, ils sont très très vilains, les Arméniens. C'est souvent des Arméniens qui jouent les méchants dans les blockbusters. Donc je suis rentrée dans l'appartement et là j'ai découvert cette maman et sa fille. Et je suis tombée amoureuse d'elle, mais à la seconde, et j'avais envie de sortir des caméras de ma poche comme Lucky Luke sort ses flingues, quoi. J'avais vous filmer. On vous sent très empathique, hein, quand même, hein, par rapport aux anecdotes que vous rapportez. Donc c'est un aspect de votre caractère, sans doute. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais donc, j'ai commencé à les filmer tout de suite sans penser que j'allais faire un documentaire. Et puis, elles m'ont raconté tout de suite leur histoire. Alors, elles ont cessé de devenir des Airbnb. Elles sont devenues mes petites sœurs. Je m'en suis occupée tout de suite. Et je jouais au théâtre à Paris. Donc, elles sont arrivées le dimanche. Et le lundi, j'avais relâche, donc j'ai pu les emmener chez le médecin, leur montrer la route, comment on y va et tout ça. J'ai assisté au premier rendez-vous avec le médecin qui lui a donné de l'espoir qu'elles vivent. Et puis elles sont restées 5 mois et puis finalement, comme vous avez vu le film, vous savez qu'elle a pas vécu, elle n'a pas survécu et que la maman devait repartir en Arménie toute seule. Et moi, alors, je ne sais pas si c'est de l'empathie, mais l'idée qu'elle allait repartir avec le siège vide près d'elle, ça me paraissait impossible. Donc, je lui ai proposé de partir avec elle. Et aussi, depuis un bon bout de temps, j'avais envie de faire un film sur son mari, parce que son mari, il était taxi à Erevan. Et à chaque fois, je lui disais, comment va ton mari? Elle me disait, oh, il pleure, il m'embête. Et donc, j'imaginais ce monsieur taxi, parce que quand vous montez dans des taxis, quelquefois, on fait la conversation en taxi, mais pas très toujours. Bavard, normalement. Et je me disais, je ferais un film. Alors, celui-là, ce serait vraiment d'arrêt d'essai. Avec un plan fixe sur le profil de ce monsieur
et on entendrait les gens qui montent, qui descendent, et on verrait par la fenêtre les heures du jour, de la nuit, et puis les paysages et les rues, etc. Et ça serait juste ça, 1 heure sur ce taxi, sachant qu'il est en train de perdre sa fille. C'est une belle idée. Mais j'ai pas pu le faire, elle est morte avant que je le fasse. Mais donc j'avais quand même une idée d'un scénario et d'un film, et je lui ai demandé l'autorisation, est-ce que je peux venir avec une caméra, une assistante et tout ça, et est-ce que je peux filmer ce qui va se passer là-bas? Et elle m'a dit oui, bien sûr, parce qu'on était comme sœurs. Et je me suis retrouvée devant des funérailles qui étaient incroyables, quoi, parce qu'ils ouvrent le cercueil, et que dans ce cercueil, les jeunes filles en Arménie, quand on a moins de 25 ans, on a le droit de se faire d'être enterrée en robe de mariée. Donc, ma caméra, elle a filmé un truc, mais tellement cinématographique, quoi. L'ouverture du cercueil avec la jeune fille, sublime jeune fille, en robe de mariée. La mariée était, enfin, là pour le coup, c'est pas la mariée était en noir, non, il y a un film comme ça qui s'appelait. Non, c'est la mariée était en la défunte était en blanc, on va dire. Et après, j'avais tous ces rushs que j'avais fait à Paris, ce que j'avais fait en Arménie et tout ça. Et comment faire un film? Alors là, c'était compliqué parce qu'il faut savoir écrire un film. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, le film. C'est ma monteuse, Dominique Barbier, qui m'a aidée, qui m'a fait accoucher de ce que je voulais raconter avec ça. Et ce que je voulais raconter, c'est finalement ce qu'est le film. Et c'est vraiment ma monteuse qui me l'a sorti du ventre, quoi. C'est ma, comment on appelle ça, la sage-femme. C'est ma sage-femme. Ça a été difficile quand même à monter, je veux dire, pour le projeter, ou est-ce que finalement ça a été très facile? J'ai pas compris votre question. Pour le diffuser dans plusieurs salles, ça a été assez... Et non, il n'a pas été diffusé dans plusieurs salles. Il a été diffusé, oui, que au Saint-André des Arts, qui se substitue. Si vous n'avez pas de distributeur, vous leur apportez votre film, et s'ils l'aiment, ils le mettent dans leur truc qui s'appelle Découverte. Et par contre, il a eu une petite carrière en tournée, parce qu'il y a des gens qui me disaient sur Instagram ou sur Facebook, où est-ce qu'on peut le voir? Et je leur disais, allez en bas de chez vous au cinéma d'art et d'essai, dites que vous avez envie de voir le film. Si ils veulent le projeter, et qu'ils me payent le billet de train quand même, je viendrai présenter le film. Et j'ai fait comme ça, j'ai baladé mon Je prends ta peine dans plein de villes, et j'ai rencontré plein de gens extra. Et c'était juste par Instagram et Facebook d'ailleurs. Ça continue, hein, c'est ceux qui veulent le voir. Et vous avez du coup encore cette envie de réaliser? Alors oui. D'ailleurs, ça fait 3 ans que je filme Marie-Agnès Gillot, qui est une danseuse étoile de l'Opéra de Paris, qui est maintenant juste au début de sa 2e partie de vie à la retraite. Et donc j'ai bien l'intention d'en faire un film. Mais comme je le disais, c'est des producteurs qui m'ont fait cette commande. Mais là, ça fait 3 ans que je la filme, et on n'a toujours pas l'argent pour payer la monteuse. Donc, j'ai pas de sage-femme pour accoucher du bébé. Mais je lui dis à Marie-Agnès, c'est pas grave, parce que c'est très intéressant, un film sur quelqu'un qui se passe sur 10 ans. 3 ans, c'est déjà pas mal, mais si c'est dans 10 ans qu'on trouve une monteuse et que je l'ai filmé pendant ces 10 ans, le film sera d'autant plus intéressant. Enfin, il peut y avoir les deux. Là, j'essaye de le dérocher toute seule, c'est-à-dire j'essaye de faire un ours toute seule, mais vraiment la monteuse, ça s'invente pas. C'est un métier vraiment à part. Techniquement, maintenant, je commence à être pas mal, mais ça y est, c'est pas que la technique. Et puis, j'aimerais aussi revenir sur votre carrière au théâtre. 28 pièces de théâtre, donc on a parlé du Soulier de satin, la Cerisée, le fils aussi de Florian Zeller, et récemment, un mariage contre le Pacifique, où vous êtes lancé pour la première fois dans la mise en scène. C'était un rêve depuis très longtemps de mettre en scène au théâtre? Oui, c'est un rêve. J'en ai fait quand j'étais jeune des mises en scène. Mais là, mettre en scène, je me suis mis en scène moi. Donc, parce que dans la mise en scène, il y a beaucoup la partie direction d'acteur. Mais bon, je me suis auto-dirigée. C'est pas tout à fait. Je signe la mise en scène. Et je disais que je prends ta peine, c'était le bébé de ma vie, mais Un barrage contre le Pacifique, c'est mon 2e bébé. C'est vraiment
mes œuvres à moi. Donc Barrage contre le Pacifique, je l'ai adapté, je l'ai monté, je le joue toute seule et je le produis aussi toute seule. Et je vais le jouer pas loin de chez vous le 26 septembre à Génas. Donc, pour les auditeurs, les auditeurs, Les auditeurs, oui, ouais, bien sûr. qui sont pas loin et qui ont envie, ça dure 1h25 et c'est un petit bijou. Parce que le sujet, le texte Duras, c'est de Barrage contre le Pacifique. Je connais pas du tout et je voulais savoir le sujet. Le sujet, c'est une mère qui se retrouve au début du siècle, c'est la mère de Duras, en quelque sorte, en Indochine, qui se retrouve confrontée contre la difficulté à lutter contre les éléments, aussi bien la nature, l'océan, que les hommes, les gens qui régentent, enfin qui dirigent les concessions. Les concessions, c'est des bouts de terrain qu'on va donner aux gens, et elle, on lui a vendu un terrain en lui disant qu'il était cultivable, et c'est une fille de paysan, donc elle veut le cultiver, mais il se trouve que c'est un mensonge. Ils vendent un terrain à des gens très très pauvres en leur disant vous allez le cultiver. Au bout d'un an, si c'est pas cultivé, on vous le retire et vous perdez votre argent. Mais ils savent très bien que le Pacifique va venir dessus et qu'ils pourront pas. Et donc ce petit bout de bonne femme, elle se bat contre ça, contre les hommes qui la volent et elle décide de construire un barrage contre le Pacifique. Pas elle seule, avec tous les paysans pauvres du coin. Et elle le fait. Elle fait 10 ans de travaux où elle est pianiste dans un cinéma. Elle fait 10 ans d'économie pour pouvoir construire ce barrage qui s'écroule en une nuit sous les vagues du Pacifique. Donc là, elle commence à perdre un petit peu le moral. Et c'est écrit d'une manière... Duras, c'est beau. Mais là, c'est un joyau, quoi. C'est parce que c'est très simple. Un enfant de 10 ans peut comprendre ce texte. C'est pas du tout du Duras emmerdant et tout ça. C'est très drôle. C'est presque clownesque à certains moments. Et l'humanité qu'il y a dans l'âme de Duras dans ce roman, c'est-à-dire, moi, c'est ce que j'ai envie d'exprimer au monde. Je veux bien mourir en ne jouant plus que Barrage contre le Pacifique, parce que les messages de comment elle voit le monde, c'est ceux que je voudrais, c'est-à-dire qu'on puisse penser cette femme qui est devenue folle, qui est agressive, vulgaire, tout ce qu'on veut, c'est un puits infini d'amour, d'espoir, de tendresse, et c'est tout ce qu'on voit pas, qu'on sent pas, et qui est là. Et moi, j'ai l'impression de prêcher la bonne parole. J'ai l'impression d'être un curé à la messe quand je joue ça. Et aimez-vous les uns les autres, même si vous êtes infernaux. Vous avez parlé de ce rôle avec Isabelle Huppert ou non? Ah non, pas du tout. J'adore Isabelle et j'aimerais beaucoup être sa meilleure amie ou sa deuxième amie, mais elle fait tellement de trucs, elle est tout le temps à l'autre bout du monde que j'ai pas eu le temps de lui dire, mais je vais avoir le temps de l'inviter. Et s'il y a un truc où elle trouve du temps, Isabelle, c'est d'aller au théâtre. Elle voit tout, quoi. Donc je suis sûre qu'elle va venir parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais je vais le jouer à Paris à partir de fin octobre. Donc je vais l'inviter, évidemment. Oui, à Lyon, elle sera à Lyon mi-octobre, donc je pense qu'après elle pourra tout à fait vous voir sur scène. Cette rencontre avec Isabelle Huppert, avec le film de Paul Verhoeven, on va en parler du coup, qui sera présenté samedi soir à 21h. 21h. Tourner avec Paul Verhoeven, ça apporte une certaine appréhension ou si, oui. C'était un metteur en scène que vous admirez déjà beaucoup à la base? Oui, mais j'aurais jamais imaginé tourner avec lui. Donc c'était une admiration abstraite, on peut dire. Et j'ai eu vraiment peur de le décevoir pendant tout le tournage. Et puis le dernier jour, il est venu me voir tout aussi gentil que tous les autres jours. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as eu peur? Je me suis construit comme ça une angoisse. Mais il m'a dit des choses merveilleuses. Je lui disais... comment ça s'appelle quand on est là il y a la caméra, là il y a l'acteur et là il y a l'autre acteur. En contre-champ, non. Excusez-moi, messieurs, dames les auditeurs, je leur montre. Donc la caméra est là et là
Et ça fait qu'on voit pas ce personnage-là parce qu'il est en commande. En commande. D'accord. Messieurs les auditrices, les auditeurs, en commande. Et donc, je lui dis, est-ce que tu veux que... Il me dit, t'es en commande avec Isabelle. Et je lui dis, tu veux que je sois un petit peu plus devant ou un petit peu plus derrière? Et il me dit, mais c'est toi qui décides, c'est toi l'actrice. Et c'était il y a pas très longtemps, le tournage. J'ai compris quelque chose, en fait. Moi, j'avais souvent... Je courais souvent vers l'envie de satisfaire le metteur en scène. Et en fait, pas du tout. Et si vous essayez de satisfaire le metteur en scène, vous y arriverez jamais. Ce qu'il faut, c'est le surprendre et lui apporter quelque chose auquel il n'avait pas pensé, quoi. Alors du coup, vous êtes mis en avant ou en arrière Isabelle Huppert? Ben, on verra ça. C'est quand? C'est samedi ou dimanche? Samedi soir. Samedi. Ben, Bon, on regardera ça attentivement. On va aussi évoquer le scaphandre et le papillon, donc de Julien Schnabel. J'ai bien prononcé cette fois. bravo, Merci. bravo. J'ai entendu tout à l'heure. Dont une certaine particularité, ce réalisateur, c'est qu'avant tout, c'est un artiste peintre. Immense. Immense artiste peintre. Est-ce que on pourrait penser de premier abord qu'il va se concentrer sur le visuel? Alors le visuel est là, hein, le film est une réussite totale sur le visuel, mais ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la direction d'acteur. Et où tout le casting est formidable, et surtout vous qui Je le dirai aux autres. C'est surtout moi qui suis formidable. Vous êtes pas mal, mais bon. Comment vous avez appréhendé ce rôle également? Vous aviez lu le livre de Bobby avant ou pas du tout? Mais oui, bien sûr, je l'avais lu parce que... comment s'appelle le personnage que je jouais? Claude Mandibile. Il se trouve que Claude Mandibile était la meilleure copine d'une de mes très bonnes copines. Donc, je l'avais rencontrée. Et je dirais pas à l'époque que j'étais amie avec elle, mais on est devenus amis. Et du coup, j'ai pu lui poser des questions sur, par exemple, je me souviens, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as toqué à la porte avant d'entrer dans la chambre? Et je pensais de l'appréhension, du trac, machin. Et elle m'a dit quelque chose du genre, non, j'ai senti que j'allais lui apporter quelque chose de très important pour lui. C'est-à-dire, elle n'était pas du tout centrée sur elle était centrée sur lui. Et j'ai joué avec ça. Peut-être j'exprime pas bien ce qu'elle a dit, hein, faudra lui redemander. Et puis la direction de Julian Schnabel, c'était assez rigolo parce que il a eu 9 jours d'avance sur son plan de travail. Le premier assistant, il n'avait jamais vu ça de sa vie, il s'arrachait les cheveux. On terminait tous les jours à 3h de l'après-midi au lieu de terminer à 6h, 7h et faire des heures sup comme tout le monde. Et à chaque fois qu'on terminait la journée, je me disais, il n'a rien dans sa boîte. Il ne pourra pas monter le film. On n'a rien fait, quoi. Il me poussait devant la caméra, je savais même pas de quelle scène il s'agissait. Donc je commençais à lire mon alphabet, là, et c'était fait comme ça. Pour les costumes, on propose des robes pour moi et tout ça. Il m'emmène au cul du camion des costumes pour voir lequel il va choisir. Finalement, il trouve pas. Il voit passer un technicien, il lui dit, ta chemise là, tu me la prêtes? Hop, on prend la chemise et c'est avec ça que je tourne la scène. Enfin, tout était fait comme il peint, je pense. C'est dans un geste. C'est son. Ouais. Et personne, je pense qu'il n'y a pas. Je déconseille à un réalisateur d'essayer de faire comme lui. Et le troisième film qui sera présenté, c'est Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Alors, film très caustique, très amusant, parce que est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la pire famille Très grinçant, quoi. Beaucoup des membres de cette famille sont détestables. Alors par contre, on a un casting extraordinaire. Catherine Deneuve, Mathieu Amalric, Melville Poupeau, vous, Jean-Pierre Roussillon, Emmanuel DeVos. Hippolyte Girardot. Comment on arrive à trouver sa place dans un film choral où, en plus... Chiara Mastroianni. Et Chiara Mastroianni. Dans un film choral où les trois quarts des personnages sont détestables. Là aussi, vous avez dû travailler avec votre coach pour trouver un lien avec ce personnage. J'ai espéré la sauver, Elisabeth. C'est-à-dire que j'ai espéré en faire un personnage dont on comprenne
les raisons et qu'on finisse par aimer. Et en fait, quand j'ai vu le film, je l'ai pas aimé plus que quand j'ai lu le scénario. C'est-à-dire, j'ai pleuré pendant 3 heures en me disant je n'ai pas réussi à la sauver. Mais finalement, des années après, je me dis mais de quel droit j'avais voulu tordre le personnage et faire autre chose que ce que Desplechin avait choisi, quoi. C'était ni un droit ni une bonne idée. Après, je me rappelle plus trop du film. C'est-à-dire, ce dont je me souviens, c'est la scène entre Roussillon entre Deneuve et Amalric sur la balancelle. Oui. Où ils se disent, sur le papier, ils se disent des horreurs, je te déteste, mais moi pire, et tout ça. Et je me disais, mais comment ils vont jouer ça? Et ils jouent ça comme s'ils se disaient des mots d'amour. Oui. Et moi, je pense qu'ils se disent des mots d'amour. C'est pas la pire famille, ils s'aiment en fait. Ils savent pas s'aimer, ils savent pas se le dire, et ça part dans tous les sens. Mais ils sont pas si monstrueux, ils sont un peu comme la mer d'un barrage contre le Pacifique. C'est compliqué de vivre, mais derrière, il y a quand même des gens à aimer. Vous vous revoyez dans les films que vous avez joué? Non, je me c'est quelque chose pas. que vous appréciez. C'est généralement, souvent, les acteurs disent ça. Hein, les comédiens et les acteurs disent ça. Ils aiment pas trop se revoir. Enfin, il y en a peut-être certains si, mais... Me revoir, j'ai jamais eu l'occasion, mais je vais tenter l'expérience parce que peut-être je vais apprendre des trucs. Vous seriez très très sévère avec vous-même, peut-être, en disant tiens, là j'aurais peut-être pu le jouer différemment, ce personnage ou... Je sais pas, quand je les ai vus, tous ces films, au début, je suis pas là pour être aimée, là, la première fois que je l'ai vu. Vous faites du cinéma, on vous maquille, on vous fait des jolis cheveux, on vous prend des jolies robes, Vous êtes prise par la main. Il y a la lumière et tout ça. Vous êtes beaucoup plus jolie que le matin quand vous vous réveillez, que vous vous regardez dans la glace. Hein. Donc moi, je m'adore. Je me trouve vraiment super. Hein. Pour ce qui est de physiquement. Après, le jeu, c'est autre chose. Mais j'aime bien me voir. Je suis toujours vachement mieux que dans la vie. Hein. Merci le chef-op, merci le metteur en scène qui vous aime, s'il vous prend, qui vous aime, donc a priori il va faire en sorte que vous soyez dans bon... Non, c'est pour ça c'est un super métier, je le recommande. Il y a un autre truc, c'est que dans la rue, on vous arrête et on vous dit j'aime beaucoup ce que vous faites, trouvez-moi un autre métier ou... Pas dans la politique en tout cas. Non mais une infirmière qui a trimé tout ce qu'elle peut toute la journée ou qui travaille en gérontologie, et on va pas la voir en sortant de son boulot. Oh, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et pourtant, ça fait du bien, c'est super. Il y a une question que je pose toujours en fin d'entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Alors moi, je vais vous dire. Non, je sais pas si... Peut-être ça va me porter malheur si je le dis. Hein, ça va... Peut-être il faut pas comme dire... Ouais. Comme vous le sentez. Surtout qu'on est le vendredi 13. En plus, c'est vrai, il y a ce côté-là. Non, vous n'êtes pas superstitieuse, si, un petit peu. Comment on peut faire du théâtre sans être superstitieux? Alors, en tout cas, d'autres, encore plein de films au cinéma. Peut-être une nouvelle réalisation, peut-être une autre réalisation dans la fiction aussi également. Peut-être, non? Peut-être si on me demandait, si on me disait on manque de femmes réalisateurs, tu veux pas faire un truc, peut-être j'essaierais. Mais moi j'adore filmer ce qui existe. Je suis pas sûre de savoir faire exister des trucs devant. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que je suis douée pour filmer, pour voir les trucs beaux qui existent. Vous voyez? Ah, je confirme. Voilà. Non, mais c'est un don quand même aussi. Mais c'est pas le truc de la fiction où la personne, enfin, c'est des peintres, les metteurs en scène. Ils choisissent les couleurs, c'est des créateurs. Tandis que le documentaire, c'est moins une création, c'est une vision du monde, je pense. Je vous remercie. On va refaire un point sur le programme. Pierre-Yves, du coup, de ce beau festival qui commencera demain. Oui, alors sur le point programme, donc effectivement, il commence demain à 10h avec la rencontre signature autour du DVD Le Scaphandre et le Papillon, dont on a parlé justement, dont la signature aura lieu à 10h, ouverte à tous au Château Brachet. Ensuite, les projections commencent l'après-midi à 18h30 avec au cinéma Victoria justement Le Scaphandre et le Papillon, présenté par Anne. Ensuite, rebelote, même chose avec le beau film Elle à 21h, toujours au cinéma Victoria.
Le lendemain, à 18h30, le dimanche, c'est la masterclass qui a lieu au Casino Grand Cercle. Et ensuite, on clôture le week-end avec la projection à 15h du film Un conte de Noël de Arnaud Desplechin, à nouveau présenté par Anne Consigny. Donc voilà, un beau week-end 100% cinéma et 100% Anne Consigny qui est de bon augure, surtout étant donné les conditions météo, la température. Venez au cinéma, on est au chaud. C'est vraiment des conditions optimales. Alors, il fait beau ce week-end. On va s'enfermer dans une salle de cinéma. Mais il fait frais. Même beau, on a toujours des bonnes Non, mais quand la météo dit qu'il fait beau, c'est qu'il va pleuvoir. Hein. Alors, en ce moment, ils ont du mal. Hein. Non, D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Aix-les-Bains ? Alors, je pose la question aux éditeurs s'ils veulent bien appeler la radio pour dire est-ce que vous avez vu dans les années 85-6 Hot House avec Michel Bouquet au théâtre ici? Parce que si c'est le cas, oui, j'ai joué, mais j'ai l'impression que j'ai joué cette pièce ici en tournée. Et c'était il y a... vous voyez, je dis la date. Hein. Il y a 40 ans, ouais, c'est ça, il y a 40 ans. Donc les plus de 60 ans répondaient à cette question. On demandera à nos auditeurs. En tout cas, on vous remercie grandement pour ce bel entretien. Merci à vous. On vous remercie également pour tous ces beaux films que vous avez faits et on espère... On est honoré de vous recevoir, vraiment. Mais c'est moi qui suis honorée d'être honorée. Et merci à Pierre-Yves et à tous les membres de l'ATCA pour la mise en place de ce très très beau festival. Merci à vous, merci à Radio Grand Lac et encore une fois, bon festival ce week-end. Merci voilà. Pierre-Yves. On vous souhaite une bonne soirée. Du coup, n'oubliez pas, dès demain, le début du festival, l'ATCA invite et ça commencera du coup au Château Brachet. On vous remercie à tous. Bonne soirée. Au revoir. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.